Japon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire Regards croisés sur le travail social. Nous sommes très heureuses, Émilie Plantin et moi-même, de vous accueillir et de mener cette conférence, débat, table ronde pendant une petite heure avec vous, avec le sujet du jour qui est le travail social au Japon, pour lequel nous avons deux invités que je vais laisser se présenter. D'abord, Akiko Awa. Bonjour, je m'appelle Akiko Awa, j'étais assistante sociale au Japon à la ville de Yokohama à côté de Tokyo. Et puis ça fait depuis 15 ans que je suis en France, je mène des recherches en sociologie sur la protection de l'enfance en France et au Japon. Merci Akiko. Sébastien Hersch. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et moi, je suis responsable de service dans un service de semi-autonomie pour des jeunes de 16 à 21 ans. Et je suis aussi systémicien et formateur. Et dans ces missions, j'ai eu l'occasion de travailler avec Akiko à plusieurs reprises. Et j'ai aussi l'immense honneur d'aller au Japon co-animer un cycle de conférences sur le travail social, avec la famille et la systémique. Et depuis quelques mois maintenant, avec Akiko, on co-anime des groupes d'analyse de la pratique professionnelle avec des professionnels et des bénévoles au Japon. Merci à tous les deux. Émilie, je te laisse te présenter et peut-être dire quelques mots sur questions-réponses, chat, discussion. Ok. Émilie Plantin, donc toujours responsable de la filière éducateur spécialisé et sur les mobilités, référente des mobilités individuelles et collectives des étudiants. Moi, je vais me charger plus particulièrement des questions que vous poserez dans le chat. Je les relayerai à nos deux invités. Merci beaucoup. Alors, peut-être une première question un peu générale, Akiko, c'est comment ça s'organise le travail social au Japon? Je crois que c'est un peu différent de chez nous, que c'est beaucoup plus l'affaire de fonctionnaires que peut-être d'associations privées, mais que le rôle de la famille aussi, et la question de l'entraide familiale et la notion de ce que tu appelles l'autoresponsabilité pèse aussi beaucoup. Donc, est-ce que tu peux nous donner comme ça un premier panorama? Oui, en fait, à peu près les mêmes dispositifs existent. Mais sauf que la notion de droit, ça vient de l'étranger. Donc, en fait, au Japon, ça existe un peu comme service. Donc, c'est pas le droit pour pouvoir en servir, mais si on n'en sort pas, on peut demander service. Donc, c'est un peu, comment dire, la différence qui fait. Donc, par exemple, le Premier ministre, en 2020, il avait dit, comment dire, officiellement, que d'abord, il y a auto-assistance, donc il faut se débrouiller soi-même. Après, en deuxième temps, il y a l'entraide. Donc, vous devez solliciter de l'aide autour de chez vous. Et puis, c'est seulement en troisième temps qu'on peut demander une aide publique. Donc, ça montre bien que c'est pas tout de suite aller à la mairie pour demander de l'aide. Mais comme ça, par exemple, les personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté, mais qui reçoivent une aide, par exemple, comme RSA, c'est autour de 10% de la population des personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Tandis qu'en France, c'est autour de 70%. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent en difficulté, mais qui ne demandent pas de l'aide, comparé en France. Est-ce que j'ai bien répondu? Oui, tout à fait. Et alors, du coup, ça pose la question de qui vient en aide aux personnes vulnérables, des fonctionnaires, des travailleurs sociaux, mais alors qui sont-ils, comment sont-ils formés? Voilà, quand on a dépassé ce stade de l'entraide familiale. En fait, à la base, c'était des fonctionnaires. Donc, une fois, au début, c'était que les fonctionnaires administratifs. Donc, ce sont des personnes qui ont voulu travailler dans les bureaux en tant que fonctionnaire, qui va être muté pendant seulement 2 ans à l'aide sociale à l'enfance ou service social de proximité.
Donc, ce n'étaient pas des fonctionnaires. Non, ce n'étaient pas des professionnels. Mais maintenant, on demande de plus en plus que même si à la base, ce n'étaient pas les personnes qui ont voulu faire, quand ils sont mutés, de prendre le diplôme pour être une personne, comment dire, diplômée en travail social. Donc, en fait, au Japon, il y a le diplôme d'état d'assistant social, qu'il y a 320 000 personnes diplômées, donc comparé à 1200 éducateurs en France, énormément de personnes qui sont diplômées, même s'il y a 2 fois plus de population, c'est énorme, mais ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui sont en terrain, qui sont en train de faire le pratique, parce que ce sont des personnes qui ont dû prendre le diplôme pour leur travail, mais que maintenant, ils ne font pas le travail social. Et maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui sont recrutées en tant qu'assistant social, donc qui ont déjà été diplômés avant de prendre la poste. Mais sauf que comptent tout de même être mutés tous les 2 ans. Donc, c'est pas forcément le poste qu'ils souhaitent. Et puis, en fait, comme c'est situé en tant que service, c'est très difficile d'avoir comment dire, le sentiment comment dire, de solidarité ou de mettre ensemble pour parler que le travail social, c'est quelque chose de nécessaire. Parce que même, par exemple, entre les femmes qui ont de l'enfant, ils peuvent dire, par exemple, j'ai dormi pendant 4 heures par jour, mais j'ai pu faire le travail et puis m'occuper de mes enfants en même temps. Donc, pourquoi toi, tu vas faire concours au service? Donc, comme ça, comment dire, comme c'est situé en tant que service, c'est difficile d'avoir un accord commun. D'accord. Et donc, c'est un diplôme en plus qui est assez récent, c'est ça? En fait, le diplôme de travail assistant social, ça existait. C'est seulement le diplôme d'assistant social spécialisé à l'enfance et la famille qui est récent. C'est seulement il y a 2 ans. Mais tout de même, les deux, ils ne demandent presque pas de stage de terrain. Donc, c'est seulement la théorie. Et puis, en plus, les nouveaux diplômes, il y a plusieurs écoles qui organisent seulement en ligne, donc de valider les vidéos. Donc, il n'y a aucun, comment dire, temps d'échange, de réflexion ou de temps de partage. Merci. Peut-être Sébastien, toi qui as rencontré des travailleurs sociaux ou agents, fonctionnaires, je ne sais pas comment il faut les appeler. Du coup, qu'est-ce que toi tu constates? Qu'est-ce qui t'a peut-être surpris ou je ne sais pas. Bah, pour compléter ce que dit Akiko, moi, de ce que j'ai pu voir là, lorsque je me suis rendu au Japon l'été dernier et dans les groupes d'APP, c'est qu'il y a, effectivement une différence au niveau de la professionnalisation des apports, en tout cas les mois de formation. La formation est plus courte au Japon. On va beaucoup moins dans les concepts qui sont assez répandus en France ou en Europe sur des thématiques sur la psychopédagogie, qu'elle soit analytique, un peu systémique, sur la question des droits, l'accès aux droits communs, personnes adultes, enfants. Donc ça, c'est sur la question des contenus, il y a quand même une différence. Et pour moi, la différence qui me saute le plus aux yeux, c'est le fait qu'il y a beaucoup et ça va de pair avec l'avancée, la professionnalisation de ces métiers au Japon, c'est qu'il y a beaucoup de bénévoles, des personnes qui vivent dans les institutions, dans les services, qui n'ont pas la casquette de professionnels, mais qui vont travailler tout autant que les pros, quelque part, avec un temps de travail par semaine qui est assez incroyable. Enfin, quand on fait les temps d'échange avec Akiko, souvent la petite blague qui revient, et je la comprends, c'est que pour le coup, nous, on est généralement sur un temps de travail à 35 heures semaine. Là, au Japon, il n'y a pas de date de fin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une question d'engagement qui est très forte, qui est très culturelle, qui se ressent en tout cas dans les échanges qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a vraiment sur les personnes qui accompagnent, qui travaillent, le mot travail, encore une fois, quand on parle bénévole, en tout cas en France, ça peut être particulier, mais il y a vraiment une implication qui est très forte et qui vient en tout cas penser, je dirais, c'est le terme le plus adapté, peut-être un manque d'apport, mais une envie en tout cas de pouvoir aller se structurer dans des apports théoriques, dans des apports professionnels, et surtout, ce qui est aussi moi une grande surprise, et à la fois c'est un sujet pardon, qui
qui je trouve assez inspirant, c'est que la question, il y a de l'entraide qui est très favorisée. On le disait en ouverture de ce webinaire, sur le fait de pouvoir déjà avoir une responsabilité de prime abord. On pourrait dire dans le champ de la protection de l'enfance que ce sont les parents les premiers protecteurs. Ce qui est le cas aussi au Japon, il y a cette idée, parfois dans l'APP, dans la pratique, on parle des situations d'un enfant éventuellement qui est placé dans une structure, et bien il peut y avoir le parent, c'est souvent la mère, qui va aussi parfois être employé d'une crèche, par exemple, où l'enfant est accueilli par ailleurs. Et c'est ce melting pot, en tout cas cette grande mixité du travail social, en tout cas des travailleurs bénévoles, professionnels, aidants peut-être, ou dans l'entraide, qui, moi, je trouve assez surprenant. Mon son n'est pas très bon, c'est ça? Je peux juste rajouter quelque chose. Oui, 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 vas-y, Akiko. Oui, les personnes qui sont venues à la formation avec Sébastien, en fait, au Japon, les vacances d'été, c'est 5 jours. Et puis la formation continue, en fait, on doit autofinancer et puis on doit faire la formation continue en dehors de temps de travail. Donc ça veut dire les personnes qui sont venues à la formation de Sébastien, ce sont des personnes qui ont consacré toutes leurs vacances d'été, 5 jours entiers, pour venir à la formation et qui ont payé, comment dire, pour être sur place à Tokyo. Donc c'était des personnes très motivées. Et puis Sébastien, il disait aussi que il faut vraiment comment dire, un engagement parce qu'au Japon, il n'y a pas 35 heures. Quand c'est plein temps, c'est plein temps. Donc, très souvent, ils ont une très longue heure de travail et même si le congé payé, la loi, il dit que c'est 20 jours, mais en moyenne, au Japon, il y a seulement 5 jours de congé payé qui est pris. Donc, ça veut dire qu'on prend le congé payé seulement quand on est malade ou quand notre enfant est malade. Donc ça, c'est un rapport au travail qui est très différent. Et de plus, il n'y a pas de juge des enfants. Donc comme ça, surtout dans la protection de l'enfance, c'est avec la négociation des parents qu'on travaille. Et donc Sébastien il disait qu'il y a des entraides entre les parents, mais c'est une stratégie parce que si la protection de l'enfance veut travailler sur l'enfant, forcément, comme il n'y a pas de juge, c'est délicat de travailler avec les parents pour parler de la protection de l'enfance. Donc, ce qui est fait, c'est que de demander aux parents, par exemple, de proposer aux parents de travailler à la crèche, des choses comme ça, pour que on puisse parler un peu comme une collègue pour pouvoir parler des choses un peu plus sensibles comme le mal-être de l'enfant. Donc, il y a quelques associations qui travaillent comme ça pour ne pas avoir une confrontation avec les parents. Et du coup, Akiko, puisqu'on parle protection de l'enfance, j'ai cru comprendre que effectivement la notion donc des droits de l'enfant était une notion très abstraite au Japon, mais aussi que même l'enfant a une responsabilité dans le bonheur de ses parents. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes relations par rapport à la place de l'enfant dans sa famille et ses droits à faire valoir. Oui, parce que comme l'enfant a la responsabilité de bonheur des parents, c'est très mal vu de dire qu'il va pas bien. Et puis, il n'y a pas la notion de bien-être ou de mal-être. Donc, comme ça, si on parle de maltraitance, c'est forcément physique et puis il faut une preuve. Et donc, on essaye peu à peu de parler sur le côté psychologie de l'enfance. Donc, l'abus sexuel, c'est pas abordé non plus. Et Sébastien, comment toi tu vois ça depuis ta place, ton expérience en protection de l'enfance, etc., quand tu arrives dans ce système-là? Effectivement, c'est la phrase, je crois que le début de mon étonnement, c'était parler avec quelqu'un qui nous préparait donc les formations pour le cycle. Et sur la première traduction, Kiko me dit, mais le mot, en fait, à l'être, je crois comme bien-être d'ailleurs, Akiko, corrige-moi si je me trompe, mais n'existe pas. Et donc, ce
ce que dit Akiko, qui était très juste, qui m'a pas mal fait gamberger, c'est comment parler de quelque chose qui n'existe pas dans le langage. Dans le vocabulaire, il n'y a même pas la possibilité dans le langage de pouvoir parler de quelque chose. D'ailleurs, le mot éducateur en japonais a été pris, enfin, c'est un anglicisme en fait pour parler du mot éducateur qui n'existe pas dans le vocabulaire pour parler japonais. Enfin, c'est le mot éducateur qui est pris en traduction. Donc, moi, Répéter la dernière phrase, parce que là, ça a un peu crachouillé, on n'a pas bien, je pense, entendu. Mince, je disais que le mot éducateur. Je pense qu'il y a un petit problème de bande passante. Oui, en fait, Sébastien, il disait que le mot éducation, ça n'existe pas. Ça existe seulement le mot scolaire. Donc, quand je présente que c'est un éducateur, on pense que c'est quelqu'un qui va aider le soutien scolaire, qui va venir regarder le devoir. Donc, c'est sans avoir ce mot, la notion n'existe pas. Et quand la notion n'existe pas, c'est difficile de prendre en compte aussi. Tout à l'heure, je disais que le mot bien-être n'existe pas. Donc, la Convention internationale de droits de l'enfant, même si le Japon a aussi signé, mais le 3.2, ça écrit que l'État doit assurer le bien-être de l'enfant. Mais comme le mot bien-être n'existe pas, ça a été traduit, l'État doit prendre en compte le social de l'enfant. Ça ne veut pas dire la même chose du tout. Et si on dit prendre en compte le social de l'enfant, peut-être on fera attention s'il n'a pas assez de nourriture, de maison. Mais par exemple, si un jeune, par exemple, il fait une tentative de suicide, si les parents ne sont pas d'accord, on ne peut pas amener aux soins. Mais peut-être avec, comment dire, quand c'est écrit, il faut assurer le bien-être de l'enfant, on peut dire aux parents qu'il faut amener aux soins. Donc ça change tout. Désolée Sébastien. Non, t'en prie, j'espère que le son est mieux comme ça. J'espère, parce que pour le coup, non. Ah, bravo. Bon, moi, ce qui saute un petit peu aux yeux, c'est dans le prolongement de ce que tu dis très bien, Akiko, c'est que ça vient aussi modifier les relations avec les personnes qui travaillent. Hein. Je mélange professionnels et bénévoles, c'est plus simple pour le dire, mais quand on travaille au Japon dans le travail social au sens large, il y a besoin de tenir compte de cette pointe d'entrée culturelle où effectivement là, la question d'aller quelque part interroger le système famille, c'est pas quelque chose qui va de soi au Japon, voire qui peut être vu avec défiance au niveau sociétal. Donc ça oblige les travailleurs sociaux et bénévoles à devoir adapter leur discours, les mots qu'ils choisissent. C'est des thèmes récurrents sur lesquels on analyse la pratique. Comment accompagner les professionnels à trouver le mot juste pour ne pas se mettre en difficulté, parce que je ne sais plus si tu l'as précisé à Kiko, mais en tout cas, il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui craignent au Japon d'être attaqués par les familles si jamais ils donnaient une phrase qui était mal prise. Donc et c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. Donc il pèse aussi sur les épaules des travailleurs sociaux au Japon le risque d'avoir une parole qui serait mal vécue, voire qui serait inclusive, et d'avoir donc un procès qui serait très onéreux. Et ça change pour moi beaucoup de choses dans la posture. Effectivement, on entend bien que ça change la donne, même si on peut connaître des phénomènes de judiciarisation en France, mais je pense qu'on n'en est vraiment pas là. Et effectivement, c'est du coup très sociétal, très, très culturel. Et Akiko, tu évoquais aussi le poids du travail et donc d'une forme, en tout cas, d'engagement dans le travail qui est très contraignante. Et du coup, ça me fait penser donc au poids que ça représente pour les femmes, entre autres quand elles veulent donc devenir mères, où très souvent elles sont obligées d'abandonner leur travail, ou en tout cas c'est très compliqué de reprendre son poste dans les mêmes conditions, avec effectivement des exigences professionnelles qui sont très très lourdes et pas forcément compatibles avec la vie de maman. C'est ça. Donc, le revenu moyen des femmes, le plus élevé, c'est à 26 ans. Donc, pour les hommes, ça ne cesse d'augmenter jusqu'à juste avant la retraite. Mais pour les femmes, c'est le 26 ans qui est le pic. Et puis après, ça descend. Ça veut dire qu'avoir un enfant et puis continuer à travailler, c'est très difficile.
Donc, il y a une comparaison internationale sur l'heure de rentrer à la maison. Et en fait, en France, pour les hommes, et pareil pour les femmes, pour les personnes d'à peu près 30 ans, c'est en moyenne à 18 heures qu'on rentre à la maison. Tandis qu'au Japon, pour les hommes, c'est 20 heures. Donc, forcément, pour les femmes, c'est impossible de travailler à plein temps. Donc, une fois, il faut arrêter le travail et puis de reprendre les, les petits travails un peu comme intérim en France. Donc, en fait, dans toutes les personnes qui travaillent, les personnes qui sont en condition instable comme intérim, au Japon, c'est 38%. Comparé en France, c'est 13%. Ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes qui travaillent dans une situation assez précaire. Et bien sûr, dans ces 38%, les femmes représentent 70%. Donc, ça veut dire que les femmes, comment dire, par exemple, si elles se divorcent, tout de suite, elle va se retrouver en situation de pauvreté. Mais sauf Et que souvent, on me pose la question si les travailleurs sociaux, ils gagnent bien. En fait, pour On ça, l'a comme question. oui, pour les fonctionnaires, ils gagnent bien parce que, en fait, comme les pompiers ou les policiers, par exemple, dans mon contrat de travail, c'était écrit que c'est le métier qui fait face à la violence et à une saleté extrême. Donc, j'étais mieux payée, comme les pompiers ou les policiers, comparé aux agents administrateurs qui travaillent dans les bureaux. Saleté extrême, tu d'accord. as Et du dit? coup, Ouais, saleté Ouais, extrême et ok. violence, c'était ah oui, c'est pas facile de se confronter à la pauvreté. D'accord, donc il y a une espèce de prime de risque finalement euh, par rapport à la pénibilité entre guillemets du travail, et donc ça veut dire que ça représente un poste plutôt intéressant. Et alors du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui postulent, ou comme en France où on est quand même donc en très grande majorité, ce sont des femmes dans le travail social. Est-ce que c'est la même chose au Japon ou pas du tout? Oui, en fait, par exemple, pour devenir fonctionnaire sur tous les endroits plutôt ruraux, c'est un des métiers qui... Il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de métiers, donc c'est assez privilégié. Donc il y a des femmes aussi, comme les hommes aussi. Mais la condition de travail, c'est pas évident parce que chaque 2 ans, on est muté. Et puis, on ne peut pas forcément choisir ce qu'on veut faire comme travail. Et puis, par exemple, je m'occupais de beaucoup de familles monoparentales, mais j'avais 80 familles de 100 personnes. Donc, moi, je sentais que je ne fais pas un bon travail du tout. Je voyais que la situation se dégradait. C'est pourquoi que, je fais des recherches sur le milieu ouvert en France. Mais comme moi, il y a plusieurs personnes qui ont quitté le travail parce qu'ils ne pouvaient pas être satisfaits de travail qu'on est en train de faire. Et comme ça, il y a de plus en plus de personnes qui ont monté des associations. Mais les associations, comparées en France, ils sont très très petits. Donc, c'est toujours que vraiment très peu de salariés et puis beaucoup de bénévoles. Et du coup, alors, j'ai lu aussi, et on en a parlé, que l'intelligence artificielle s'invitait aussi dans ce travail, peut-être pour remplacer ceux qui veulent plus venir, je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette présence de l'intelligence artificielle dans le travail social? Oui, et comment dire, on utilise de plus en plus, par exemple, le SOS Enfance en danger. Avant, c'était les personnes qui travaillent à l'ASE qui prenaient le téléphone, mais qui ne sont pas forcément, comment dire, formées ou qui ont de l'expérience. Donc, de plus en plus, ils sont des entreprises privées qui sont mandatées pour faire ça, donc, comment dire, qui reçoivent de l'argent pour faire ça. Donc, ce sont des non-professionnels qui répondent au téléphone et puis, c'est le IA qui montre sur l'écran les questions à poser. Et puis, ils vont cocher des cases. Et puis, ils vont faire le tri pour passer l'information à l'aide sociale à l'enfance ou pas. Donc, c'est comme ça qu'on recueille les informations. Et puis, bien sûr, ils font le résumé. Et puis, il y avait une période où c'est l'intelligence artificielle qui aidait pour l'évaluation des informations préoccupantes.
Mais pour cela, par exemple, il y avait un enfant de 4 ans qui est décédé car l'information, comment dire, le téléphone, il n'évaluait pas que la situation est très dangereuse parce que la mère, elle demandait elle-même de l'aide. Mais finalement, à chaque fois, le taux de, comment dire, de décision de l'intelligence artificielle, que si c'est en grand danger ou pas, n'a pas été très élevé. Donc, malgré plusieurs sollicitations, les travailleurs sociaux ne sont jamais déplacés pendant un an. Et puis, c'est comme ça que l'enfant qui était enfermé dans la maison, dans une chambre toute seule, et qui n'a pas été soigné, est décédé à la maison. Donc, il y a eu quelques comment dire, faits divers que on s'est rendu compte que finalement, finalement, ce sont des humains euh, qui doivent réfléchir sur la relation, qu'est-ce qui se passe. Et puis, tandis que les personnes, les entreprises qui ont fait ce système, ils disent que dès le début, ça devait être les humains pour prendre la décision. Donc, l'intelligence artificielle, il aide seulement une part de recueil des informations. Mais ça a d'un côté prouvé que quand il y a ce système-là, les gens, ils réfléchissent moins et puis ils font confiance à ces informations qui sont données. Donc, ça a été renoncé. Et puis, d'un côté, par exemple, dans les PMI, comme c'est de plus en plus difficile à recruter les puéricultrices, et puis d'un côté, il y a des familles qui disent je suis allée en PMI pour parler des difficultés pour occuper un bébé, mais je n'ai pas reçu une réponse satisfaisante. Donc, pour éviter tout cela, il y a de plus en plus de PMI qui proposent une application qui aide les parents à comprendre le pleur de bébé. C'est une application qui existait pour les chiens et maintenant ça a été développé pour les enfants. Donc, c'est une application qui traduit finalement les pleurs du bébé en, en messages compréhensibles par les parents. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est l'application qui va dire j'ai faim, des choses comme ça. Et tu sais si c'est beaucoup utilisé? Si elle est répandue, cette appli? En fait, il y a quelques PMI qui proposent aux tous les nouveaux parents qui ont eu un bébé. Ok. D'accord. On aurait envie de poser plein de questions là-dessus. En tout cas, moi, c'est... Ouais. Bah, vas-y. Et qu'est-ce que ça donne alors? Est-ce qu'on a déjà des retours par rapport à ça? Alors, j'imagine des retours négatifs, parce que je ne vois pas très bien comment l'IA peut remplacer. En fait, il y a de plus en plus comment dire, des promotions qui sont faites dans les médias pour dire, par exemple, pour les collégiens, lycéens aussi, au Japon, il y a 3 fois plus de suicides des mineurs comparé en France, que faites recours au IA, comment dire, c'est un peu comme ChatGPT, mais version pour les adolescents, pour parler de votre difficulté mais sans dire faites recours à votre, par exemple, assistant social ou psychologue de l'école. Donc, il y a des promotions qui sont faites, des pubs qui sont faites, mais je n'ai pas trouvé des articles qui sont critiques. Et quand j'ai posé la question aux responsables des autorités qui ont mis ce système-là, il disait que, en fait, comparé pour les pleurs de bébé, comparé aux parents qui va laisser l'enfant enfermé dans la chambre et partir parce qu'il ne comprend pas ou qu'il ne comprend pas, au moins, ils vont essayer avec cette application et ce sera mieux. Mmh. Et si on élargit un peu là pour peut-être s'écarter un tout petit peu de la protection de l'enfance, mais globalement, pour toi, c'est quoi les problèmes sociaux les plus importants au Japon? Parce qu'on parle là beaucoup de l'enfance, mais il y a aussi, c'est une population vieillissante, par exemple, donc il y a cette question-là, et puis effectivement la question des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, peut-être aussi la question du handicap.
Euh, c'est quoi aujourd'hui les enjeux principaux et comment la société y répond dans les grandes lignes, hein. Il y a beaucoup à dire, mais par exemple, je pense que le principal, c'est que le vieillissement de la population est un tiers à plus de 65 ans. Et puis, par exemple, à l'Assemblée nationale aussi, 90% sont des hommes et qui sont souvent âgés. Donc, c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup de l'enfance ou de la famille. Et puis, il y a la baisse du taux de natalité. Et à Tokyo, c'est moins de 1,0. Donc, les femmes, elles ne souhaitent plus d'enfants. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont fait une enquête aux étudiants de l'université, si vous voulez avoir un enfant dans votre futur, en fait, il y avait beaucoup d'hommes, presque 60% des hommes qui ont répondu oui, j'aimerais bien. Mais pour les femmes, c'était seulement 40%. Donc, ça se voit bien que les femmes, elles savent que ça va être difficile, la vie pour elles, d'avoir un enfant. Et puis aussi, par exemple, pour les études supérieures, c'est payant. Donc, l'université, c'est comme 5 000 euros, 6 000 euros l'année. Et puis, si on veut faire la médecine, ça peut être comme 20 000 euros. Donc, ça coûte très cher pour faire les études. Donc, pour avoir un enfant, il faut vraiment être prêt. Et puis, en France, 55% des enfants naissent hors mariage. Donc, ça veut dire que même si on n'est pas marié, ce n'est pas un gros souci. Tandis qu'au Japon, c'est 2%. Ça veut dire qu'il faut vraiment être prêt pour acquérir un enfant. Et puis, il y a aussi comment dire, l'inégalité homme-femme. Donc, pour les femmes, pour continuer à travailler, c'est très, très, très difficile. Et puis, même si on est embauché en tant que fonctionnaire, par exemple, de devenir cadre, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il y a aussi le surtravail, comme les heures supplémentaires, on ne dit pas, mais on travaille, on continue à travailler, on ne demande pas parce que de demander aux hiérarchies de payer les heures supplémentaires, c'est pas très bien. Donc, on travaille en dehors de temps prévu, mais sans déclarer. Et donc, il y a des phénomènes qui s'appellent PALO aussi, c'est un mode de surtravail. Et même pour les jeunes, 23 ans, 24 ans, parfois, c'est. Et puis aussi, le phénomène qu'on en parle aussi de temps en temps en France, ça s'appelle les hikikomori. Ce sont des personnes qui n'ont aucun contact en dehors de la famille de plus de 6 mois. Donc, ce sont des personnes qui sont restées isolées de la maison. Et puis, ces derniers temps, on parle des phénomènes 80-50 ou 90-60. En fait, quand une personne de 80 ans, 90 ans décède, on découvre pour la première fois, souvent un fils de 50 ans ou 60 ans qui n'a jamais travaillé, par exemple. Et c'est difficile pour les travailleurs sociaux de travailler avec eux parce qu'ils avaient de l'argent des parents. Et puis, par exemple, les repas étaient servis 3 fois par jour, tandis que s'ils vont vivre avec le RSA, c'est pas du tout la même qualité de vie. Et puis, il y a aussi le dépeuplement des régions rurales. Donc, par exemple, le département où je viens, 20% des maisons ils sont abandonnées. Donc, il y a de plus en plus de jeunes personnes qui partent dans les grandes villes et puis les endroits ruraux, ils sont de plus en plus délaissés. Et puis, il y a un entraide entre les personnes très âgées. C'est pas évident. Donc beaucoup de défis pour le Japon et on se dit a priori beaucoup de travail pour des travailleurs sociaux dont tu dis à la fois qu'ils sont très nombreux en termes de diplômes, mais finalement de gens vraiment formés au travail social tel que nous on le pense en France et qui accompagnent sur le terrain les personnes vulnérables, il n'y en a pas tant que ça. Oui, donc surtout dans la vieillesse, on accueille beaucoup d'étrangers asiatiques pour venir travailler. Et puis après, on développe de plus en plus des robots qui prennent soin des personnes. Bah, ça va avec l'intelligence artificielle dont tu parlais tout à l'heure aussi, hein. Mais il y a des robots qui sont vraiment très mignons, très attachants et qui comprennent comment dire, notre sentiment. Donc,
Même dans les foyers mixtes, les enfants, quand ils retournent de l'école, ils ne vont pas dire bonjour aux éducateurs ou au directeur, ils disent bonjour aux robots. Alors, La, j'ai une question, ça prendrait peut-être beaucoup, beaucoup de temps pour y répondre, mais peut-être que tu as quelques idées. Mais comment toi tu expliques cette... elle est peut-être culturelle, mais comment tu expliques cette difficulté, en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens, à aller dans la relation, parce que en tout cas en France le travail social repose sur la relation, et là on a l'impression qu'au Japon c'est pas le cas, ou en tout cas euh, pas comme nous. Euh, je sais pas, est-ce que tu as des... Euh, les travailleurs sociaux envers les personnes. Ouais, mais même en général, parce que si le travail social au Japon, euh, parce que voilà, tu dis qu'il y a de plus en plus d'applis qui utilisent l'intelligence artificielle, là on entend des robots, peut-être que nous on va y venir aussi, hein, mais euh, Hmm. est-ce que toi tu comprends pourquoi ça prend cette orientation-là, au-delà de la question économique? Comment de faire de plus en plus avec robots? Ouais. En fait, c'est un peu maintenant le service, par exemple, les restaurants, ils font un pub en disant dans ce restaurant, vous avez besoin de parler avec personne. Parce qu'on peut prendre la commande avec le QR code et puis on peut payer avec le QR code. Et donc, il y a des personnes qui font un choix parce que c'est plus facile ou agréable pour lui. Et par Hmm. exemple, les lycées, il y a 10% des lycéens qui ont choisi une lycée par correspondance. Donc, ils ont fait un choix de ne pas aller tous les jours à un endroit où on a des camarades. Mais il y a 4 fois plus de taux de suicide. Donc, même si c'est plus en plus choisi, ça ne veut pas dire que pour la santé mentale, c'est bien. Hmm. tout à fait, ça pose vraiment la question de la relation à l'autre, en fait. Ben Dans oui. quelle relation à l'autre est-ce qu'on veut être et est-ce qu'on peut être? Sur la question des robots, je vais le mettre dans le chat, mais il y a eu une récente étude, un rapport de la Haute Autorité de Santé sur les robots dits sociaux, justement avec une analyse sur qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça peut amener comme avantage, mais quelles sont les limites et les points de vigilance, qui est assez extrêmement intéressant. Et ce que j'ai trouvé, alors j'ai pas lu l'intégralité du rapport, j'ai juste lu la synthèse, mais le fait même de dire d'entrée de jeu, ce sont des robots dits sociaux, c'est-à-dire avec vraiment des guillemets, pose aussi quelque chose qui est que, en fait, ça rend des services sociaux peut-être, mais on n'est pas dans la relation humaine, donc ça a ses limites. Sébastien, tu veux réagir? C'est par rapport à. Alors, encore une fois, c'est qu'une hypothèse que moi je formule sur pourquoi finalement il y a une belle différence au Japon et en France sur la question de la relation, un travail social avec les personnes qu'on accompagne. Je me dis, est-ce qu'il y a aussi question du rapport au groupe société? Moi, de ce que j'ai pu en entendre beaucoup près d'Akiko et dans ce que j'ai pu voir aussi du Japon, alors je circonscris mon regard, c'était sur une dizaine de jours et je l'avais de Tokyo, mais il y a vraiment cette idée, enfin, ce qu'on peut ressentir, c'est qu'il y a enfin, comme une volonté de répondre aux besoins des personnes, mais aux besoins assez primaires. Je trouvais absolument dans le métro, parce que je japonais, il y a très peu d'anglicisme au Japon. Et j'ai beaucoup croisé de Japonais qui voulaient me rendre service, mais vraiment tout de suite, pour qu'elle comprenne une solution. Là, je tire le fil de la question de l'inversion des rôles, où l'enfant doit rendre heureux ses parents. Si je tire le fil de le citoyen au Japon, il doit aussi rendre honneur, en tout cas, il doit rendre aussi au groupe qui lui a apporté dans l'éducation, dans la citoyenneté, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le public vulnérable, se poser aussi la question de quelle est sa part de responsabilité ou quelle est sa part de faute qui fait qu'il se retrouve exclu de la norme. Et pour le coup, j'ai dans les situations de handicap ou de personnes âgées au Japon, je pense que ça pose moins de difficultés au sens où on se dit quelque part, c'est pas de la faute des personnes d'être en situation de handicap ou des personnes qui sont en vieillissement, c'est quelque chose de quelque part, on ne peut pas lutter contre ça. En revanche, sur la question du sans-abrisme, j'ai vu très peu de personnes
et même dans les quartiers un peu plus populaires ou moins, un peu plus mal famés à Tokyo, ce qui pouvait sauter aux yeux, c'est que la journée, il n'y avait pas de personnes en situation d'exclusion, de grande précarité. Par contre, à la tombée de la nuit, et ben, il y avait de plus en plus de personnes qui ressortaient et pouvoir échanger avec les personnes qui m'accompagnaient en dehors des conférences en échange sur le sujet. Elles pouvaient me dire c'est que les personnes, on va dire des sans-abri, ont pu intégrer qu'il fallait quelque part se cacher du regard des autres parce qu'il y avait quelque part une situation un peu de honte qu'il fallait s'en exclure de soi-même en fait. Et finalement, est-ce que c'est cette question aussi du rapport au groupe société qui envoie le fait que si on se sent, ou en tout cas on doit se sentir responsable de la situation, alors il faut s'extraire de la relation au groupe, comme faire un honorable. Là où peut-être en France, en Europe, il y a un autre rapport en tout cas à la faute, même si moi je trouve que dans les situations d'accompagnement sous contrainte, il y a aussi un abord de devoir reconnaître sa faute, de la conscientiser, pour que quelque part un rapport euh, j'allais dire, digne, qui a un intérêt se noue avec les personnes qui l'accompagnent. Voilà un petit peu moins les hypothèses que je formule encore une fois, qui a un recul assez restreint. En fait, en Europe, l'enfant naît en tant qu'une personne. Et puis, il y a une pression pour un succès en tant qu'un individu. Donc, si on n'arrive pas à avoir un succès, on casse quelque chose, on devient violent. En fait, ça saute aux yeux. Et comme ça, même les personnes riches, en fait, si on parle de sécurité, par exemple, tout le monde se sent concerné. On dit qu'au Japon, on n'est pas en tant qu'une personne, on est en tant qu'une personne qui est inclue dans la famille. Donc, il y a une attente qui joue le rôle qui est demandé dans la famille. Donc, si on n'a pas de succès, on ne peut pas répondre, on se cache. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le phénomène de hikikomori, donc il y a moins de violence, mais on ne voit pas. Donc, quand on ne voit pas, c'est très difficile de parler aux autorités que c'est quelque chose qu'il faut préoccuper. Et puis aussi, la relation avec l'État. En France, l'État doit assurer que les peuples ils ont une condition de vie correcte. Mais comme on dit qu'au Japon, c'est plutôt les peuples qui ont le devoir de contribuer à l'État. Donc, si on n'arrive pas à assumer son devoir, c'est la honte. Donc, c'est un peu comme ça qu'on ne demande pas de l'argent aux gens, mais on se met vraiment au point où on voit qu'on ne doit pas, et puis on parle beaucoup d'autoresponsabilité. Il doit s'en sortir. Donc, en fait, en France, parfois, on me dit que les Japonais, ils ont une valeur et puis la fierté, donc c'est pour ça qu'ils ne demandent pas de l'aide. Mais comme moi, je travaille en tant qu'assistante sociale, s'il y a une personne qui demande de l'aide, en fait, nous, on doit contacter toutes les familles, même si la personne ne souhaite pas, et puis de dire, vous avez l'obligation d'entraide, donc vous devez aider votre frère ou votre enfant ou votre parent. Et puis, donc ça, c'est déjà quelque chose de très honteux comparé face aux personnes de la famille. Et en plus, on doit absolument visiter la maison pour voir comment ça se passe. On va contacter toutes les banques pour voir les relevés, comment l'argent a été utilisé et combien il s'en reste. Et donc, il faut vendre les motos, il faut vendre les maisons. Donc, c'est très, très, très pénalisant. Et c'est quelque chose qui est honteux parce qu'on va continuer à faire une visite, comment dire, sans rendez-vous aux familles pour voir comment ils vivent. Donc, ce n'est pas forcément la fierté, des choses comme ça, mais le principe, c'est que normalement, cette personne doit être responsable de sa vie. Et puis maintenant, il demande un service. Donc, nous, on contrôle pour voir que c'est utilisé comme il faut. Et c'est, comment dire, c'est comparé en France que le RSA, on peut faire la demande par l'application, des choses comme ça, c'est très différent. Oui, donc on est vraiment... Vas-y, Émilie, pardon. Non, j'allais relayer une première question de Camille, peut-être, parce que l'heure avance rapidement.
Alors Camille demande, comme en France, y a-t-il une pénurie de travailleurs sociaux et des recrutements de travailleurs sociaux étrangers sont-ils prévus? Au Japon? Oui. Alors déjà, la première question, c'est est-ce qu'il y a une pénurie de travailleurs sociaux au Japon? Et cas échéant, est-ce que est prévu le recrutement de travailleurs sociaux étrangers? Hmm. Il y a eu une pénurie. En fait, dès le début, il n'y avait pas assez de recrutement. Mais maintenant, comment dire, les personnes, il y a beaucoup de personnes qui arrêtent. Donc, il y a un manque de main-d'œuvre. Mais même si les personnes étrangères sont recrutées en tant que fonctionnaires, ils ne peuvent pas être dans un poste. Ils doivent faire des dossiers administratifs. Donc, ils sont recrutés pour aide à la personne, dans, par exemple dans les secteurs handicap, il y a de plus en plus, et dans les secteurs de la vieillesse aussi, mais la protection de l'enfance, il y a beaucoup d'écriture administrative, donc ils sont pas acceptés pour faire Et je crois aussi qu'il y a, en fait, il y a très peu d'étrangers qui vivent au Japon et qui travaillent au Japon. Quand même, il y a 10% des nouveaux naissances sont des enfants qui ne sont pas japonais. Donc, il y a de plus en plus des étrangers. Mais jusqu'à maintenant, il venait avec un visa de 4 ans, qu'il ne peut pas changer le travail. Donc, dès qu'ils arrivent, il y avait déjà, par exemple, des grandes entreprises de voitures, des choses comme ça. Et puis, ils étaient obligés de continuer 4 ans et puis repartir. Donc, ce n'était pas prévu qu'ils restent vivre au Japon. Et justement, par rapport à la population vieillissante, est-ce que ça s'assouplit au niveau justement de l'accueil des personnes étrangères pour repeupler entre guillemets C'était en train de s'ouvrir, mais comme avec cette nouvelle ministre qui a un peu renforcé la situation des étrangers, pour le moment, c'est en train de fermer un tout petit peu comparé à avant. Il y a un peu plus d'exigences. Et puis, ces derniers temps, c'était médiatisé. Par exemple, il y a des départements qui ont fait un système que si on dénonce une personne qui travaille au noir, il sera rémunéré. Il sera quoi? Rémunéré. D'accord. C'est très dur. Oui. Parce que comme pendant 4 ans, ils n'ont pas le droit de changer de travail, il y avait des personnes qui se disparaissent et qui continuent à vivre dans le Japon et qui travailler dans le droit, mais sans autorisation. Et donc, il y a un département qui a dit que si on dénonce ces personnes-là, on va recevoir de l'argent. D'accord. C'est vraiment une société très différente de la nôtre. Ouais. C'est hyper intéressant en fait de voir les différences comme ça fait vraiment réfléchir. Et alors toi, Sébastien, qu'est-ce qui peut-être t'a le plus frappé dans voilà, ton travail, ta collaboration comme ça avec des collègues japonais et quand tu as été sur place et que voilà, je sais que tu as fait effectivement des visites nocturnes et autres, mais qu'est-ce qui, de ta place aussi, hein, de responsable de l'action sociale, qu'est-ce qui te frappe? Ouais, ce qui me frappe, alors, c'est déjà sur les conditions en fait, de travail social et ce que m'a souvent dit et Akiko et les collègues de l'autre du monde, comme j'aime si bien les appeler, c'est le fait qu'ils ne peuvent pas rester, en fait, notamment les fonctionnaires, durablement au même poste. Je crois qu'il y a un changement à peu près tous les 3 ans pour changer de poste, avec cette idée que si jamais en fait les gens restent trop longtemps, ils vont créer du lien avec les acteurs sur un même territoire, ils seront en fait neutres. Là où en fait il y a un vrai changement de paradigme avec la France, je dirais l'Europe presque, ou au contraire, l'idée c'est de pouvoir, quand on arrive sur un territoire, créer du lien et du réseau le plus vite possible et le plus durablement possible entre les différents services, institutions, mais aussi interpersonnels. Parce qu'effectivement, vu l'ampleur, la complexité de situation, il n'y a pas un service, un établissement qui peut répondre tout seul aux besoins des personnes qu'on accompagne.
Et ça passe en fait par justement le fait de faire des coopérations. Et souvent, c'est vrai que les questions qui me sont posées, moi, au niveau enfin, des missions qu'on travaille entre la France et le Japon, c'est beaucoup en fait des réponses qui seraient à la hauteur de l'établissement, du service, du professionnel. Là, il faut essayer de renvoyer des fois sur, mais il doit y avoir des partenaires qui font aussi ça très bien, aussi bien que vous. Et en même temps que je dis ça, je vais peut-être me contredire, mais il y a, en même temps, c'est la complexité, il y a aussi beaucoup de bénévoles, d'associations au Japon qui se développent pour pouvoir aussi apporter, en tout cas tenter d'apporter des réponses au plus près des besoins des personnes, parce que, enfin, quel que soit l'endroit du monde, il y a des personnes qui ont des besoins. Après, je sais pas si on passera sur un petit focus protection de l'enfance avec les choses qui m'ont surpris, mais en tout cas sur la question comment dire, du rapport au travail social, de comment il est organisé, moi c'est ça qui me surprend. C'est cette idée il faudrait rester neutre, et donc on amène les professionnels, en tout cas fonctionnaires, à changer régulièrement. Et ce qui met d'ailleurs les fonctionnaires, en tout cas, en grande difficulté. Enfin, c'est une usure mentale terrible. Mais c'est ce qu'on entend depuis le début, là où nous, vraiment, le travail social repose sur la relation. Moi, j'entends depuis tout à l'heure, pas l'inverse, mais en tout cas, ouais, comme une fuite de la relation. Alors après, c'est mes mots, mais hmm. Et je pense que, en fait, pour se protéger en tant qu'institution, en fait, ça déresponsabilise parce que si la famille reste en difficulté pendant 10 ans, mais chaque 2 ans, le référent a été différent, en fait, on ne sait pas à cause de qui, comment dire, qui a mal travaillé. Ah ouais. Hmm. Et Sébastien, alors sur la protection de l'enfance plus spécifiquement? Oui, alors sur la protection de l'enfance, alors, encore une fois, la grande différence, c'est la primauté en fait qui est donnée en fait à la famille et aux parents pour pouvoir vraiment, là pour le coup, sont vraiment positionnés comme les premiers protecteurs de leurs enfants. C'est-à-dire que si jamais il y a une instance sociale qui est mandatée par l'école qui vient toquer chez les parents pour dire voilà, on a des questionnements, des interrogations sur le bien-être de votre enfant, si vous avez besoin d'aide, si effectivement les parents disent stop, non c'est bon, on gère la situation, c'est notre rôle, etc. L'intervention se termine. Donc c'est vraiment quelque chose qui moi me surprend beaucoup, parce qu'à la fois on est vraiment au plus près des grands textes internationaux où on met les parents comme protecteurs, mais à la fois aussi les textes fondamentaux disent que l'enfant a des droits et c'est l'intérêt supérieur qui prime. Et cette question-là, c'est vraiment là où dans les échanges que j'ai pu avoir sur les conférences, sur la BD, c'est comment on peut définir les besoins des enfants. Alors, encore une fois, là, c'est compliqué, mais là où il y a quelque chose qui, moi, vient me frapper, c'est à la fois le regard sociétal qui est porté sur l'enfant, et l'enfant est responsable des exigences qui pourraient être légitimes. Ça, c'est pas simple pour moi, en tout cas. Et je donne un exemple, c'est qu'on s'est déplacé avec Akiko et Sébastien Brochot, qui travaille au CRIARS, qui est préventeur au CRIARS de France. Et on est venu d'ailleurs au quartier rouge de Tokyo, où il y a beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes en situation de prostitution. Et ce qui est terrible, c'est que ça l'a vu tout le monde. Alors bien sûr, ça existe en France, je suis pas naïf, mais ce qui est terrible, c'est que c'est presque décomplexé, parce qu'on va se dire que la prostitution, c'est des échanges en fait on va boire un verre avec quelqu'un, c'est pas un problème, même si on paye pour ça, c'est déjà questionnant. Mais ce qui était terrible, c'était le fait qu'il y avait des mineurs, des 13 ans peut-être, dans ce quartier. Et là, on est sur des regards croisés, ce qui était assez heurtant. D'ailleurs, je suis plus à Akiko que le soir, donc j'avais du mal à avoir mangé quelque chose. C'est qu'il y avait beaucoup de touristes étrangers qui venaient en fait acheter des passes avec des jeunes filles, des jeunes hommes en situation de prostitution. Et encore une fois, ça interroge la question du regard de moi, travailleur social. On s'est posé la question avec Sébastien Brochot s'il ne fallait pas qu'on fasse des signalements à l'ambassade de France, parce qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre du... comment dire, ça, c'était devant nos yeux. Et si on repart sur quelque chose d'un petit peu moins trash
peut-être plus du quotidien, de situations d'enfants en difficulté. Là où moi je suis, il y a des choses qui je trouve intéressantes et qui m'inspirent au niveau du Japon, c'est cette idée en tout cas d'aller chercher en tout cas beaucoup de ressources au niveau de l'entraide et de la pérédance. Parce qu'en fait, on en a un niveau de professionnalisation qui est moindre au Japon. Et d'ailleurs, on va chercher d'autres jeunes qui ont été placés au niveau de la protection de l'enfance et qui vont être employés dans les foyers qui sont occupés d'eux. Moi, j'ai plusieurs délégations japonaises qui sont venues me rencontrer dans mon association ou dans mon service, et donc des jeunes qui bénéficient de protection et qui sont en situation d'être éducateurs quelque part, et avec un discours qui est intéressant, qui marche tout de suite. Moi, ils ont pu prendre la parole auprès des jeunes de mon service. Et bien, ça marche tout de suite, ce savoir expérientiel. Là, pour le coup, je trouve que le Japon, il commence à construire quelque chose autour de ce savoir expérientiel où nous, en France, on se rapproche à ça pour un tas de raisons. Et bon, moi, je trouve cette thématique-là, elle m'intéresse. Je prends l'exemple, tout à l'heure, j'ai dit peut-être ce matin avant la visio, de mamans aussi qui bénéficient de mesures de protection pour leurs enfants et donc de soutien au niveau éducatif. Mais elles peuvent être aussi embauchées au niveau de la crèche ou du foyer qui s'occupe de leur enfant. Et elles sont considérées à la fois comme collègues, à la fois comme maman qui a besoin qui bénéficie d'accompagnement. Et il y a, moi c'est quelque chose, j'ai beaucoup interrogé la directrice, je veux dire la fondatrice de cette association, en disant mais c'est un peu étonnant quand même d'avoir des salariés qui s'occupent d'enfants protégés. Et elle disait mais alors peut-être, mais en tout cas nous, on accompagne sur tous les pans de la personne et notamment sur l'insertion professionnelle. Et je trouve que ce serait difficilement, comment dire, paramétrable en France tel quel, mais pour moi en tout cas, voilà, ça me fait poser des questions et ça m'intéresse à l'heure où on est en train aussi de professionnaliser la pérédance en France. C'est vraiment passionnant. Ce qui me donne de l'espoir, c'est qu'il y a de plus en plus de petites associations. Comme les fonctionnaires n'avaient pas le droit de dire des critiques ou ce qui ne marche pas bien ou ce qui est difficile, donc maintenant les petites associations, ils ont commencé à prendre un peu de parole pour pouvoir dire qu'est-ce qui se passe au terrain. Mais sauf que par exemple pour ces mineurs qui se prostituent, qui vivent dans les rues, il y avait une association qui a voulu les protéger, mais ils ont été interrompus par les groupes des hommes, mais en tribunal, et ils ont gagné, et puis les groupes d'hommes devaient lui payer un dommage d'intérêt. Mais pendant cette procédure-là, ces groupes d'hommes, ils ont reçu le don de 1 million d'euros par tout le Japon. Donc, ça a fait un pub pour ces hommes-là. Et puis, comme les autres associations, on a vu, cette petite association a été détruite socialement, a été exclue socialement, c'était très difficile. Donc, il y a quand même un côté pas facile pour pouvoir prendre la parole, mais si, donc, toute cette, comment dire, organisation en France des associations qui se mettent ensemble pour pouvoir revendiquer quelque chose, ça m'inspire beaucoup. Peut-être dans le futur, si c'est possible de se mettre ensemble pour pouvoir prendre la parole, peut-être ça fera avancer quelque chose. Bah écoute, alors peut-être que je peux bien poser entendu la dernière... Émilie. Non, j'allais dire, je vais poser la dernière question, alors on passe sur un autre sujet, Oui. mais tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Combien gagne un travailleur social au Japon? Tu disais qu'il gagnait pas mal, mais est-ce que tu aurais des chiffres? Oui, mais comme le yen est demi-valeur comparé en France maintenant, donc si c'était avec le taux d'avant, donc normal, comment dire, équivalent en France, c'était comme 2400 euros au début de carrière. Mais maintenant, comme le taux est très bas, donc c'est 1200, mais voilà, donc comparé aux autres métiers, comment dire, ça gagnait plutôt bien. Bon, ça va être effectivement le moment de conclure. Merci Camille, Lucie pour vos questions dans le chat. Merci à tous les auditeurs, auditrices qui ont suivi ce webinaire et surtout merci à Kiko et Sébastien pour vos témoignages. C'était très très instructif. Ça donne envie d'en savoir plus et voilà, peut-être que aussi par la suite on pourra penser la coopération franco-japonaise
en éducation, enfin en protection de l'enfance et travail social, je crois qu'on aurait des belles choses à faire ensemble. Merci encore et puis très bonne journée à toutes et à tous et très bon appétit. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.